entrepreneurs, par exemple, et les citoyens aussi, à vraiment participer activement au recyclage et au maintien de l'environnement. Absolument. Merci beaucoup, très clair. Alissa, une question. Alors, je rappelle juste qu'on va donner l'opportunité au public de poser des questions et également à nos internautes qui nous suivent en ligne. Réactions, questions par rapport à ces premières impressions. Oui, je pense que c'est une très bonne idée et vous avez parlé spécifiquement des opportunités aussi qui existent à côté. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un thème qui est très proche à mon cœur parce que je viens de la Louisiane, aux États-Unis. Alors, je comprends très bien le potentiel et la menace du changement climatique et aussi avec les organes et les autres inondations comme vous avez cité. Mais je pense que c'est une très bonne idée aussi de voir ça comme une opportunité pour les entreprises et de chercher les solutions aux menaces avec lesquelles vous êtes confrontés. Alors, je pense que c'est les trois thèmes qui vous ont été, les trois exemples qui ont été donnés, je pense que ça va amener une discussion très riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alissa. Alors, on va donner après la parole à notre collègue Valérie pour nous parler davantage du PSEV. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est comme si donc cette transition énergétique demande de nouvelles connaissances, de nouveaux comportements, des valeurs qui doivent être incarnées par les jeunes. Est-ce que chacun peut me donner juste deux valeurs ou deux exemples de comportements qui doivent être appliqués par les jeunes pour aller vers cette transition énergétique? Alors, au niveau des comportements, pour donner un exemple simple, déjà dans notre environnement, dans nos maisons, aujourd'hui nous pouvons constater un certain incivisme, excusez-moi du terme, car aujourd'hui les déchets ménagers qui sont déversés dans les rues, aujourd'hui, non seulement au-delà de l'aspect visuel, il y a un impact écologique qui aujourd'hui peut-être n'est pas perçu à premier regard, que aujourd'hui ces déchets-là ont un... Il y a mon collègue qui me rejoint. Bienvenue, Ali. Je voulais être spectateur, mais mon force là. Le public veut entendre votre opinion sur la question, donc il tient à ce que vous soyez là. Voilà. Donc voilà, donc je parle donc du comportement. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont à déplorer. Il y a également peut-être les entreprises qui ne sont pas aussi très impliquées vraiment dans cette démarche-là. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une réglementation vraiment qui va s'assurer du contrôle du déversement des déchets ou des émissions à effet de serre de ces entreprises-là, aujourd'hui, il est un peu difficile vraiment de contrôler l'effet néfaste que ça a dans l'environnement. Voilà. Alors, des valeurs, des comportements, des compétences à développer. Des valeurs, des comportements, des compétences, je vais suivre la même logique que Yandé. D'abord, il faudra s'éduquer, sensibiliser ses pairs. Car si l'État du Sénégal s'est engagé dans une politique de transition verte, nous, en tant que catalyseurs du changement, nous devons apporter notre mainmise aussi. Donc, il y a ce côté éducation et sensibilisation, mais il y a aussi le côté formation. Il faut qu'on se forme et ne pas mettre en premier plan nos pressions sociales, nos pressions personnelles de l'immédiat. Donc, l'avenir, c'est bien beau, mais l'avenir dans un environnement sain, c'est meilleur. Donc, il faudra qu'on se forme et je pense que nous sommes dans cette dynamique-là, vu la montée en flèche de l'installation des nouveaux départements en énergie renouvelable, en efficacité énergétique dans les universités et les institutions privées. Donc, les jeunes sont de plus en plus intéressés aux nouveaux métiers des énergies renouvelables, des énergies vertes, si je peux le dire comme ça, et ils veulent se former, ils sont dans l'entrepreneuriat vert. Il va avoir les compétences pour pouvoir mettre en pratique ces connaissances-là. Et je pense que c'est une bonne dynamique, c'est une bonne démarche. Et l'État aussi devra appuyer, accompagner ces populations jeunes-là qui veulent vraiment acquérir des compétences et aussi qui veulent aussi s'engager dans l'entrepreneuriat vert. Car ce n'est pas évident. Parfois, on est confronté à des barrières financières. Car pour développer certaines solutions, il demande beaucoup de fonds, beaucoup d'investissements, beaucoup de recherche et il faudra mettre peut-être des politiques d'accompagnement, aussi des politiques de financement pour les jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment évoluer dans ce domaine-là. Merci. Merci, monsieur.
En fait, pour revenir sur les comportements et les valeurs, bon, je ne vais pas être comme les dames, hein, donc d'accord, c'est bon la formation et tout ça, mais pour moi, la base, c'est la sensibilisation et on a arrêté ça depuis nos enfances, en fait. Pourquoi je dis ça? Par exemple, je peux prendre mon cas. Moi, je suis né à Grand Dakar, né en Italie. Là où je suis né, en fait, il y avait tout le temps des dépotoirs, des déchets et tout ça. Je suis né dedans. Donc, une fois que je deviens grand et qu'on me dit qu'il ne faut plus jeter ces déchets-là, c'est pas bon pour l'environnement, alors qu'on m'a jamais sensibilisé sur l'environnement, moi, je ne suis pas sensible à l'environnement. La preuve, en Afrique même, la majorité de la population n'est pas sensible à l'environnement. Si vous leur parlez tout simplement, arrêtez de jeter, ce n'est pas un bon comportement. Attends, il te regarde, il te dit, mais attends, ça fait des années qu'on fait ça. C'est aujourd'hui que vous venez pour nous dire que ce n'est pas bon. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont raté une formation? Je dis non. Ils ont une bonne formation. Mais qu'est-ce qu'ils ont raté? Une bonne sensibilisation depuis la base, en fait. Donc l'enfant, on l'éduque depuis la base pour lui dire que ce n'est pas bon de jeter des ordures. Mais si on n'éduque pas l'enfant et qu'on grandit ainsi, peut-être là, ça va être trop compliqué en fait de parler de comportement. Donc aujourd'hui, pour aller vers ce sens de comportemental-là, donc comment vous allez m'éduquer moi en fait pour adopter un nouveau comportement? Ça ne va pas être facile, hein. Peut-être vous allez me dire, mais attends, cher, tu es né à Niartali, d'accord, tu es né à Grand Dakar, d'accord, mais aujourd'hui tu évolues dans l'économie verte. Mais je ne suis pas l'État. Je suis en train de construire tout simplement une entreprise verte. L'entreprise n'a pas pour but de sensibiliser. L'entreprise a pour but tout simplement de saisir des opportunités et de rentabiliser ses biens. La sensibilisation, c'est le rôle de l'État. L'État n'est pas là pour rien. L'entreprise n'a pas pour rôle de sensibiliser. Alors moi, tout ce dont que je peux dire dans le sens de cette question-là, c'est en tant qu'entreprise ou en tant que jeune entrepreneur, pour que la jeunesse y implique fortement, il faut montrer à la jeunesse l'opportunité qui se trouve, le fait de ne pas jeter ses ordures. Pour moi, c'est ça qui va pousser la jeunesse en fait. Nous sommes une jeunesse africaine. Nous pensons plus à nos avenirs en fait. Nous pensons plus à construire un avenir meilleur. Raison pour laquelle tout récemment, ces derniers jours, vous entendez peut-être mieux que moi des jeunes qui prennent la main pour aller chercher l'avenir ailleurs. Mais aujourd'hui, si on le dit que, écoutez, il y a une opportunité réelle qui se trouve sur la bonne gestion de nos déchets-là. Il faut se demander, mais comment, et là on le montre, comment bénéficier ou comment saisir de ces opportunités-là. Pour moi, c'est ça le vrai comportement en fait, mais pas de formation. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, si vous le dites, allez vous former pour venir gérer, ils vont dire, mais attends, ça fait des années, on me forme en fait. Depuis que je suis né, on me parle que de formation. Mais voilà, vous me parlez de quelle formation à nouveau? Donc là, ce que la jeunesse africaine attend, ce que la jeunesse sénégalaise attend, c'est des choses concrètes en fait. Des choses concrètes. Et ces choses concrètes-là, par exemple, si on prend le cas, par exemple, sur moi, oui, j'évolue dans l'économie verte, j'évolue dans le secteur vert, parce que d'une part, peut-être, je n'ai pas été influencé ni par l'État, mais c'est nous, en fait, qui inspire l'État. Parce qu'aujourd'hui, si l'État a voulu mettre en place un PSE jeunesse, si l'État a voulu mettre en place la dette, mais c'est parce que la jeunesse veut contribuer, et la jeunesse contribue déjà. Et l'État a vu cela et a commencé donc à mettre en place des stratégies. Donc ces stratégies-là devraient quand même pousser ces jeunesses-là à comprendre réellement l'opportunité qui se trouve quand même sur ces déchets-là en fait. L'opportunité qui se trouve sur la gestion des déchets, qu'ils soient des déchets solides ou liquides. Moi, des fois, des jeunes vont venir m'approcher pour dire, mesdames, attends, comment tu as eu l'idée de faire ceci, de transformer ces déchets en ceci? Vous voyez? Donc, des fois, le fait de poser ces genres de questions, c'est parce que tout simplement, ils cherchent des choses concrètes. Mais moi, je ne vais pas leur dire, allez vous former. Quand je leur dis, allez vous former, ils vont même me poser la même question. Toi-même, tu t'es formé où? Et pourtant, c'est vrai. Je me suis formé où pour transformer les déchets organiques. Pourtant, ce n'est pas une formation basique que j'ai faite. Il n'y a pas une formation où on nous apprend réellement comment on valorise les déchets. Mais il y a une formation dans les écoles qui nous dit tout simplement les types de valorisation des déchets qui existent. La preuve, tu peux trouver un étudiant en Master 2 en environnement et gestion des déchets et qui cherche d'emploi. C'est parce qu'il n'a pas compris qu'il peut créer lui-même son propre emploi.
Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Donc quand on a l'inspiration, si en tant que jeune, par exemple moi lorsque j'avais eu l'idée, l'ISRA m'a aidé en fait. L'Institut sénégalais de recherche agricole a mis à ma disposition des dispositifs et des outils qui me permettent tout simplement de développer l'idée que j'ai en fait. Ils ne m'ont pas formé. Et lorsque j'étais à ISRA, en train donc de travailler sur des recherches, des gens qui me trouvaient là-bas, ils me disent, tu es étudiant? J'ai dit non, je suis entrepreneur. Tu es avec qui? J'ai dit non, je suis avec Dr Alima. Parce que pour eux, un jeune qui se trouve à ISRA doit être un étudiant. Doit être quelqu'un qui est là pour se former, mais pas pour, voilà quoi, pour entreprendre ou voilà. Donc pour moi, le problème c'est ça en fait. On nous parle tout le temps de formation, mais je pense que la jeunesse sénégalaise a déjà fait autant de formations en fait. Donc vraiment, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'aller vers des choses concrètes pour mieux développer et saisir les bonnes opportunités. Merci. Merci beaucoup, cher. Je pense que c'est un des aspects que vous mentionnez, c'est mettre en avant les soft skills, ce qu'on appelle souvent les soft skills. Je pense qu'on s'y attelle. Au-delà des formations classiques où on vous apprend, voilà, ce qu'on vous apprend dans les écoles, comment développer certaines valeurs, tu vois, comment saisir les opportunités, comment savoir rebondir ou en tout cas être sensibilisé sur son environnement pour pouvoir savoir que en faisant ces actions-là, on peut impacter des vies. Donc c'est très pertinent et je pense que notre directrice a pris bonne note. Alors, Wally, par rapport à ça, et si vous pouvez aussi nous parler du PSE. Bonjour encore une fois. Je ne sais pas si j'ai la légitimité d'être là pour parler par rapport à la jeunesse, mais comme on me traite de dinosaure au bureau. Je suis maintenant la personne la plus âgée du bureau. Mais juste pour redevenir sérieux, je vais répondre déjà sur cette question des valeurs à avoir et du comportement à avoir. Et je rejoins mon ami. C'est beaucoup plus, comme on est à l'USAID, on va utiliser quelques mots d'anglais, c'est un problème d'awareness. Awareness is key dans ce cadre-là. Comment aujourd'hui peut-on faire pour que les jeunes puissent savoir qu'ils sont les garants de la stabilité du monde même, qu'ils sont les dépositaires en quelque sorte de l'avenir, qu'il faut qu'ils s'investissent dans la pérennité du globe, que ce soit pour eux d'abord, mais pour leurs futures générations. C'est ça qu'il faut essayer d'inculquer aux jeunes, que ce soit au niveau des écoles primaires jusqu'au niveau des universités. Et ce que l'État est en train de faire dans ce sens, si je prends le PSE priorité jeunesse, on est en train d'essayer de voir comment revitaliser le civisme sénégalais. Comment aujourd'hui faire en sorte pour que les gens puissent savoir qu'ils ne vivent pas juste dans la communauté, mais qu'ils ont un devoir d'être des acteurs dans cette communauté-là. Et nous sommes là en ce moment en train de développer cette stratégie. Et c'est l'occasion de vous inviter tous, parce que le lab se tiendra bientôt, prochainement, vers le 15 septembre, si je ne me trompe pas. Et ce sera un moyen de faire en sorte que tout l'écosystème réfléchisse ensemble pour trouver les bonnes solutions. Pour toujours continuer dans le même sens, je pense qu'il faut que les jeunes puissent avoir la visibilité de savoir que les changements climatiques, quand on en parle en Afrique, c'est beaucoup plus des opportunités. Il y a énormément d'opportunités à saisir dans le cadre des changements climatiques. Aujourd'hui, le PSE vert a en quelque sorte été structuré l'année dernière. Et le PSE vert a démontré qu'aujourd'hui, il y a énormément de possibilités pour les jeunes entrepreneurs de voir les changements climatiques comme une opportunité. Je m'explique. Disons que tout ce qui est inondation, tout ce qui est avancée de la mer, tout ce qui est avancé de la mer en termes de terres salées, désalinisation des terres, ce sont des opportunités aujourd'hui qui existent au Sénégal que les gens doivent saisir pour proposer des solutions innovantes qui vont permettre de régler ces problèmes-là, mais créer des emplois.
Le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est l'insertion. Comment utiliser ce PSE vert-là qui a identifié les niches de financement possibles pour créer des emplois et permettre l'insertion des jeunes. Je pense que c'est la grande question qui, si on le résout, permettra de lancer le Sénégal dans une trajectoire de développement certain. Merci beaucoup. Alors, on va juste prendre quelques réactions du public s'il y en a, une ou deux questions avant de continuer. Tidiane. Merci. Je voudrais juste rebondir sur ce que mon prédécesseur vient de dire en termes de responsabiliser la jeunesse. Mais moi, je pense que le problème de la jeunesse dans ce pays, c'est, au dernier recensement, je pense qu'on a dit 70% de la population a moins de 35 ans. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on a le reste, c'est-à-dire les 30% qui sont en train de contrôler ces 70%. Je vois des entrepreneurs jeunes, je vois des jeunes, mais je ne vois pas d'organisation de jeunesse forte qui est capable vraiment de faire la différence et d'imposer des choses, parce que l'avenir appartient aux jeunes. Aujourd'hui, le Sénégal va devenir un pays pétrolier. On va avoir pétrole et gaz. Aujourd'hui, toute la stratégie du gouvernement, c'est comment pomper le pétrole pour avoir plus de croissance. C'est une contradiction avec tout ce qui est, je veux dire, vert et tout. On laisse faire. Donc, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, aujourd'hui, la stratégie, c'est qu'on est dans une stratégie de survie. Comment avoir plus de ressources pour pouvoir avoir de la croissance? Comment on peut construire de beaux immeubles aux côtés de la mer? Les jeunes n'ont pas leur mot à dire. Donc, tout le littoral, tous les investissements sont faits sur le littoral. J'ai lu un livre qui dit que le tunnel de Soumbédioune, la corniche, même l'autoroute à péage, dans 100 ans, peut-être ce ne sera plus là. Comment cette jeunesse peut impacter et avoir son mot à dire pour que quand des investissements sont faits, quand des stratégies sont faites, on tient compte du long terme, qu'on tienne compte de nos petits-enfants et de nos enfants. Mais actuellement, ce n'est pas fait. On crée un projet pour donner quelques petits emplois précaires aux jeunes pour qu'ils se taisent. Je suis désolé de dire, je ne pense pas que c'est ça qui va régler le problème. Donc il faut que les jeunes puissent, et je serais content d'avoir vu ici une organisation vraiment genre fêtière de jeunes qui puissent vraiment peser sur la balance, dire que c'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, le problème des jeunes, nous, quand on était enfants, on jouait dans le quartier, on avait des terrains. Aujourd'hui, les jeunes, pour jouer au football, tu dois aller à Dakar Sacré-Cœur et payer 30 000 francs l'heure. Et on veut qu'une jeunesse soit développée. Moi, je pense que, bon, je ne vais pas de long, mais je pense que le gros problème de la jeunesse, c'est que comment ils peuvent s'organiser et peser sur les décisions. 70% quand même, c'est beaucoup. Qu'on puisse peser sur les décisions, que les décisions que nos aînés sont en train de prendre, je pense que c'est ça qui est en train de nous vraiment de détruire cette jeunesse. Merci, c'est ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup Tidiane pour cette belle contribution. Donc, on va prendre deux réactions. S'il y a des questions sur Internet également. Non, merci beaucoup d'abord à nos invités qui sont présents, qui sont venus jusqu'ici pour partager leur travail exceptionnel. C'est vraiment très inspirant. Et moi, je trouve que c'est un honneur de vous avoir parmi nous et de pouvoir écouter vos contributions. Donc, merci beaucoup pour ça. La seule remarque que j'ai à faire, elle est plus d'ordre conceptuel. C'est que depuis tout à l'heure, on parle de civisme, on parle finalement de quelque chose qu'on pourrait qualifier de responsabilité individuelle face au changement climatique. Et moi, c'est quelque chose que je constate, et je ne suis pas le seul, hein, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, que ce soit dans les pays soi-disant développés ou les pays en voie de développement, on va faire peser sur l'individu la responsabilité du changement climatique. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, ça fait 50 ans qu'on demande aux gens de trier les déchets, ça fait 50 ans qu'on demande aux gens de consommer moins d'essence dans leur véhicule, qu'on leur demande de se contraindre plus. C'est pas comme ça que ça marche la vie. Enfin, on a quand même 50 ans d'échecs qui prouvent que ce n'est pas une façon d'avancer vers moins de changement climatique. Il y a quand même tout un faisceau d'évidence qui prouve que c'est un problème collectif qui ne peut être adressé que de façon collective. Et là-dessus, il faut bien quand même qu'on arrive à la conclusion que c'est le rôle de l'État de s'engager très fortement là-dessus. Et ces engagements, c'est pas seulement au travers du
planification aspirationnelle, que ce soit dans des pays comme les États-Unis, la France, même le Sénégal, mais au travers de projets concrets. Et on parle de l'investissement public, on parle d'infrastructures, enfin, là je rebondis sur ce que disait le collègue Tidiane, on regarde le littoral, que se passe-t-il? Et donc voilà, c'était ces éléments de réflexion-là que j'aimais mettre un peu dans la balance, parce que je trouve que parler de l'incivisme au stade où on en est, c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être même plus forcément d'actualité. Merci beaucoup. Merci. Alors, effectivement, on prend 2-3 réactions, allez-y, je vous en prie, ensuite Salimata et Pape. Très chers panélistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi dès l'entame de mes propos de vous exprimer l'immense honneur et le plaisir incommensurable que j'ai d'être là, de participer à cet agora, et c'est pas pur hasard. Hein. Donc, moi je partage carrément l'idée de monsieur. Il a parfaitement raison quand il dit qu'on ne peut pas régler un problème collectif à l'échelle individuelle. Donc ça, c'est déjà un point très très important qui, me semble-t-il, devrait être pris en compte par les gouvernements au plan mondial. Mais moi, je voudrais plus insister par rapport à nos très chers panélistes sur un point qui me semble important, c'est-à-dire que aujourd'hui, les pays les plus développés luttent à minimiser l'impact de la pollution par rapport, par exemple, au gasoil. D'accord, mais moi qui suis dans l'import-export, je constate qu'aujourd'hui, il me semble que entre guillemets, tous les déchets qui quittent ces pays développés-là, donc atterrissent ici, en Afrique. Donc vous avez énormément de voitures qui consomment du gasoil, et on sait tous donc les répercussions que cela a. Et il me semble que nos États sont carrément frileux par rapport à cela. Et c'est là où j'ai rejoint mon ami, parce que dans ce cas-là, je pense que c'est nous, jeunes, qui devons investir les assemblées nationales, qui devons nous imposer, qui devons nous organiser afin de dire non, afin de créer l'avenir que nous voulons. Parce que si on reste là et qu'on dise que bon, voilà, c'est comme ça que ça marche, il n'y a pas d'autre moyen, je pense que c'est nous qui hériterons après d'un monde complètement pollué. Et je voudrais terminer par ceci. Il faut toujours garder à l'esprit que c'est à nous de créer le changement que nous voulons. Si nous décidons de laisser les choses telles qu'elles sont, après, nous devrons prendre nos responsabilités et accepter que c'est nous qui n'avons pas voulu intervenir. Donc, intervenons parce qu'il est temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, après, on va laisser le temps aux panélistes de réagir. On prend Pape et Salimata. Bonjour, très chers panélistes. Je rejoins mes collègues pour vous remercier de votre présence aujourd'hui. Dans l'entendement de tout un chacun par rapport aux interventions, nous convenons que le problème est le même et nous avons tous fait le même constat. Mais si le problème doit être traité à un degré beaucoup plus large, je crois que le degré individuel aussi devrait être pris en compte, parce que je parle en tant que parent, nous les parents chez nous, nous devons commencer à sensibiliser nos enfants, parce que monsieur le natif de Grand Dakar n'a pas été sensibilisé quand il était petit. Il s'est levé un beau jour en étant grand et on l'a mis de plein pied dans la sensibilisation par rapport aux déchets qu'on jette dans la rue. Donc, selon son entendement, il a accepté. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas accepté. Ce qui fait que nous devons prendre la responsabilité d'éduquer nos enfants, mais aussi vous, jeunes entrepreneurs. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez un programme en tant que jeune entrepreneur pour éduquer les plus jeunes et leur faire voir les réalités qui sont devant eux, qui peuvent être leur challenge, autant que ce sont vos challenges à vous, et leur montrer le chemin quant à savoir comment est-ce qu'ils pourront résoudre tous ces problèmes. Si vous avez un tel programme, parce que nous avons tendance à entendre parler de jeunes entrepreneurs.
d'accord, vous êtes jeune, mais aussi est-ce que vous pensez à la plus jeune génération qui va venir après vous? Ou bien est-ce que vous allez faire comme nous les plus grands, vous venez après nous, après que vous avez conscience, eux ils ont conscience et ils retrouvent les mêmes problèmes. Il y a aussi une autre partie d'éducation qui va concerner nos parents à nous, qui n'étaient pas conscients de certaines choses qui se passaient et qui, à ce jour, ne sont toujours pas conscients de ce qui se passe par rapport à la pollution et par rapport à la dégradation climatique dans le monde. Donc, je voudrais savoir si vous avez un programme parallèlement à votre entrepreneurship. Merci beaucoup encore. Alors, une dernière réaction et on passe. Merci Etienne. Moi, je voulais juste dire que si on schématise, on a un problème sur beaucoup de paliers. Un niveau politique où il y a des décisions à l'échelle macro qui doivent se prendre pour préserver l'environnement. Quelqu'un parlait du littoral, quelqu'un parlait des investissements qui se font et qui ne respectent pas certaines normes. Il faut faire un plaidoyer. Il faut que, il l'a dit, 70% c'est des jeunes. Un niveau moyen où les jeunes est acteur du changement, prend des initiatives, développe des solutions pour dire ok, ça c'est une opportunité. Je prends l'exemple de Biochar, de Ahmed Tidiane Deme, face à la pollution au niveau de la baie de Yara, de Anne. Si on en a une masse critique, comme Cheikh Ahmed Tidiane Deme, comme Ousseynou, ils peuvent inspirer leur père pour dire ok, c'est possible, il y a des opportunités dans ce secteur-là du verre où on peut prendre des initiatives. Et derrière, peut-être des projets comme Entrepreneurship accompagnent et promeuvent ces solutions-là. On a des entrepreneurs dans le sud qui font des briques à terre cuite sur l'efficacité énergétique. Je donne l'exemple de Cactus Technologies qu'on accompagne dans le sud et Cactus qu'on accompagne à Thiès. On a des entrepreneurs dans la valorisation, dans aujourd'hui tout ce qui est biofertilisant. Donc ça aussi, c'est des initiatives. Mais le problème, c'est que comment on fait pour en avoir une masse critique, pour impulser ce changement. Et ça, je pense qu'il faut des programmes qui continuent. Ce que l'USAID est en train de faire à travers des initiatives comme Entrepreneurship, c'est excellent, il faut le promouvoir. La dernière chose, le dernier palier, c'est le niveau éducation, sensibilisation, dès le bas âge. Chez nous, même chez nous, nos propres enfants, parfois ils allument la télé, la clim, ils sortent, ils n'éteignent pas. Et parfois, c'est des grandes personnes, parce qu'ils n'ont pas été éduqués très tôt pour dire, OK, il y a certains comportements que je devrais abandonner. Donc, si on résume sur ces trois paliers-là, quelles seraient peut-être les actions collectives que les jeunes devraient entreprendre pour faire face, insuffler une nouvelle dynamique? C'est par soutenir, par exemple, des initiatives pareilles. Et c'est là où j'invite les entrepreneurs que vous êtes pas entrepreneurs, c'est vrai. Quand on a un projet, on pense plutôt business. Je suis d'accord avec toi, cher. Tu penses à ton modèle économique, comment je gagne de l'argent à travers ce que je suis en train de faire. Mais derrière, dis-toi que tu es aussi ambassadeur. Peut-être qu'il y a d'autres milliers de jeunes qui te regardent, qui ne te le disent pas, mais que tu inspires. Donc moi, je voudrais vous inviter, c'est une question, et puis vous inviter à... Vous dites raise awareness à côté, mais aussi comment vous éteignez, vous développez votre lumière pour inspirer les autres en faible temps. Et pour qu'on crée ensemble cette masse critique. Des organisations fêtières, ça commence. Quand on parcourt le pays. Je prends l'exemple en banlieue, CGS, Consortium Jeunesse Sénégal, cette organisation de jeunes qui se réunissent, qui disent on développe des initiatives citoyennes pour le vert. Je vais en Casamance, je prends des clics sud, fêtière de jeunes, organisation de jeunes qui travaillent pour les jeunes. Je vais au centre, j'y vais jeunes volontaires pour l'environnement. Ça commence. Maintenant, il faut qu'on leur donne plus de voix et qu'on les accompagne. Merci. Merci beaucoup, Pape. Très pertinent. Alors, je vais laisser nos panélistes réagir sur ces interrogations. Merci beaucoup. Alors, moi, pour ma part, je vais du coup revenir sur le point de M. Tidiane par rapport à l'implication de la jeunesse. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'État du Sénégal, à travers le PSE Priorité Jeunesse, veut mettre les jeunes au cœur du dispositif. Aujourd'hui, cette démarche, elle est faite pour les jeunes, mais surtout par les jeunes. Donc on a une approche qui est assez différente de celle qu'on a traditionnellement, parce que si je peux prendre, je pense la citation, c'est Nelson Mandela qui dit « Tout ce que tu fais pour moi, sans moi et contre moi ». Donc pour le travail que nous faisons, nous avons mis les jeunes au cœur de ce dispositif-là. Pour vous expliquer rapidement, si je prends l'organisation juste qui va piloter la structuration du PSE Priorité Jeunesse,
Le comité est constitué à 70% de jeunes. Nous avons les structures étatiques, nous avons le secteur privé, mais les jeunes sont au cœur de ce dispositif-là. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment sortir des solutions qui ont été proposées par les jeunes. Du coup, pour ce faire, nous avons parcouru les 14 régions du Sénégal pour aller à la rencontre des jeunes. L'idée était de voir avec eux quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, pour qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Donc on est allé vers les bénéficiaires finaux, on va dire, pour pouvoir les approcher et recueillir d'eux-mêmes, de leur bouche, qu'est-ce qu'aujourd'hui pourrait les aider, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la santé, l'entrepreneuriat, l'emploi. C'est eux qui ont proposé les solutions à mettre en place et les orientations que devrait avoir ce programme-là. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé avec eux lors d'ateliers techniques. Donc on a pris des personnes leaders dans ces différentes régions-là qui sont venus ici à Dakar pour qu'on puisse réfléchir ensemble à apporter une vision de ce programme PSE Priorité Jeunesse. Ce sont les jeunes avec leurs mots, avec leurs expressions, qui ont dit comment devait s'appeler quelle était la vision de ce programme-là. Quelles sont les orientations stratégiques que devrait avoir ce programme, qu'est-ce qui devrait être opérationnalisé. Donc nous accompagnons toutefois avec les administrations pour identifier également les réformes qu'il faudrait mettre en place pour lever toutes ces contraintes qui pourraient bloquer l'opérationnalisation de ces objectifs stratégiques. Donc on a vraiment mis les jeunes au cœur de ce dispositif-là, justement parce qu'on ne voulait pas faire un programme où eux ne se sentent pas concernés et eux ne se l'approprient pas. Quand on parle de citoyenneté, effectivement, aujourd'hui, les jeunes veulent faire partie des organes décisionnaires de ce pays. C'est un des thèmes qui est ressorti des travaux que nous avons fait. Les jeunes veulent faire partie des dispositifs publics même de décision pour qu'eux aussi puissent, par leur vision, par leur réalité, impacter ce qui se passe dans leur ville, dans leur commune. Je pense que tout à l'heure, Cher disait que les jeunes devaient pouvoir peser sur la balance de leur ville parce que plus tard, c'est eux qui vont piloter, qui vont gérer leur pays. Donc aujourd'hui, c'est un élément, c'est une des réformes phares qui est ressortie des travaux pour que les jeunes puissent piloter, puissent avoir la parole à la table des décisions pour qu'on puisse vraiment apporter des solutions à ces jeunesses-là. Donc c'est un programme qui ne vise pas forcément l'emploi, par exemple, l'agriculture. C'est vraiment, ça transcende vraiment toute la dimension jeunesse. On parle de tout, que ce soit la santé, que ce soit la reproduction, la citoyenneté. Mais c'est juste là, dans notre échange, on met l'accent sur la citoyenneté et sur l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment avec ces deux volets-là qu'on va pouvoir, avec le PSE vert par exemple, qu'on a eu à structurer, pouvoir développer autant l'entrepreneuriat au Sénégal, autant voir les bénéfices du volet entrepreneurial, du volet climatique que ça peut représenter et développer l'économie du pays. Aujourd'hui, nous voulons avoir une politique inclusive qui est faite par les Sénégalais, par la jeunesse même sénégalaise, pour pouvoir développer vraiment ce pays. Donc c'est vraiment ce que je voulais apporter par rapport au point de M. Tidiane qui demandait à ce que les jeunes puissent impacter sur les politiques qui leur sont destinées. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc je pense qu'il y avait également des questions par rapport de monsieur, je pense que je n'ai pas eu son nom par rapport au le fait de responsabiliser, enfin de mettre toute la responsabilité du changement climatique sur les jeunes. Je pense que je vais laisser plus mon collègue développer ce point-là, mais juste si je peux donner mon avis par rapport à ça, je pense que Mme Salimata l'a rappelé, l'éducation, la sensibilisation, elle est importante. Aujourd'hui, comme elle l'a bien dit, Cher ne connaissait pas tout ce qui était protection de l'environnement parce qu'il est né dans un environnement où malheureusement il y avait de l'insalubrité. Mais aujourd'hui, la sensibilisation, elle est importante. Pour moi, c'est le point de départ. Juste pour faire encore le parallèle avec le PSE Priorité Jeunesse, nous avons mené ces travaux avec des tranches d'âge. Aujourd'hui, les jeunes vont jusqu'à 35 ans. Nous avons travaillé avec différents groupes d'âge de jeunes parce qu'on sait que les besoins de l'adolescent de 10 à 18 ans est différent des besoins du jeune de 25 à 35 ans. L'idée, c'était justement à tous ces niveaux d'âge d'identifier leurs problématiques pour vraiment pouvoir prendre en compte tous les besoins à toutes les échelles. Et la partie éducation, sensibilisation est un volet vraiment important à bas âge parce que c'est là où on va pouvoir développer, on va dire, des citoyens de demain.
Donc il est important de les sensibiliser, mais on est conscient bien évidemment que toutes les problématiques d'environnement ne touchent pas que les citoyens, mais vu à plus grande échelle, que ce soit les entreprises, que ce soit les entreprises. Donc il faut forcément qu'on puisse accompagner les entreprises dans la régularisation, c'est dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse réglementer tout ce que l'on produit, le comportement des entreprises également, mais à travers des réformes, à travers des réglementations. Mais par rapport à la population, pour moi, il faut quand même une forte part de sensibilisation. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à peut-être soit Wadi, soit Madame. Je vais vous prier en 2 minutes. Donc, d'accord. Je vais juste rebondir aussi sur la question de M. Ba. Comme il l'a dit tantôt, je pense que c'est un manque d'organisation de notre part, nous les jeunes. C'est vrai qu'il y a les programmes, il y a les politiques que l'État met en place, que le secteur privé, les organismes internationaux aussi mettent en place pour les jeunes, mais on est trop pressé. On est trop pressé, mais on ne part pas aussi vers l'information. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a les opportunités qui sont là, mais on ne sait pas les saisir. Maintenant, les responsabilités sont toujours partagées. Il y a la responsabilité de l'État, mais il y a aussi notre responsabilité. Nous, en tant que jeunes, on doit se lever. D'accord, comme Cher l'a dit, on a trop fait de formation, mais il faut une formation quand même pour des solutions de qualité. Il faut être qualifié pour pouvoir être formé. Il y a aussi un aspect très important qu'on n'a pas souligné peut-être, c'est le problème de l'insertion. Car beaucoup de jeunes actuellement sont en chômage ou bien sont à la recherche d'un emploi, donc d'un bon emploi, d'un bon salaire, parce que la vie est dure, les temps sont durs, et parfois ils sont trop pris par ça qu'ils mettent au second plan l'aspect environnement, alors que c'est très très important. Je l'ai souligné tantôt, je pense, lors de ma première intervention. Donc, je pense que c'est un problème de conscientisation. Il faut qu'on soit conscient de la situation actuelle. Tout l'écosystème est menacé, c'est vrai, mais il faut qu'on comprenne sur nous, qu'on se... je cherche le mot adéquat en tout cas, mais il faut qu'on soit conscient de la situation dans laquelle nous vivons actuellement et qu'on prenne nos engagements, qu'on s'organise et qu'on se dit qu'on est là, on est prêt à accompagner. Et les programmes aussi, il faudrait penser à diminuer, car parfois, je pense, si je peux prendre l'exemple, j'ai eu à travailler dans un projet qui parlait de l'employabilité des jeunes, mais à un moment donné, tu voyais, les jeunes étaient découragés, car ils se disaient, il y a tout le temps, c'est tout le temps des plaidoyers, c'est tout le temps des activités, des ateliers et tout ça. Il n'y a pas de formation pratique, il n'y a pas de concret dans ce qu'on fait. Donc il faudrait peut-être qu'on pense à minimiser un peu les discussions et tout, et vraiment à passer à l'action. Merci. Si je peux me permettre, je réponds rapidement au dernier point de Ousseynou. Effectivement, il y a ces programmes que nous menons visent également à uniformiser les différents programmes qui existent. Aujourd'hui, effectivement, on a une multitude de programmes, des départements qui sont créés pour accompagner les jeunes sur tel secteur ou un autre. L'idée ici, c'est aussi de rationaliser toutes ces structures-là avec une feuille de route unique qui va pouvoir brancher, qui va pouvoir impliquer toutes ces structures-là, tous ces départements-là, pour qu'on puisse avoir une seule politique, une seule feuille de route, au lieu d'avoir plusieurs branches, plusieurs départements qui traitent de sujets divers pour les gens. Je relaisse la parole, excusez-moi. Bon, en fait, je vais seulement répondre, puisque côté organisation, Ousseynou en a déjà dit. Je vais répondre à la dame qui demandait si, en tant qu'entrepreneur, on a un programme pour l'éducation des plus jeunes, en fait. Je pense qu'elle parlait un peu du côté environnemental, hein, s'il s'agit de ça, en fait, de la dame qui est derrière. Dans ce que vous dites, pour moi, il y a 2 mots clés. Il y a d'abord programme, il y a d'abord éducation. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, vous nous parlez aussi en tant qu'entreprise. Et je ne pense pas que dans une entreprise, il y a un programme. Mais dans les entreprises, nous avons des plans d'action. Dans une entreprise, nous n'avons pas un système d'éducation, un département d'éducation, en fait. L'éducation appartient à l'État. L'État a un ministère chargé de l'éducation nationale. Mais quand même, pour sensibiliser ces plus jeunes-là, oui, peut-être à long terme, parce que nous, à cette étape-là, nous sommes une start-up.
et nous voulons aller vers une transition de devenir une entreprise et devenir même pourquoi pas une multi-entreprise en fait, ou bien une multinationale. Alors, mais à l'étape où nous sommes, nous n'avons pas les moyens de mettre en place un programme pour éduquer les plus jeunes. On ne peut pas, même si on le veut, même si la vocation est là, même si le souhait est là, mais les moyens matériels, financiers et humains même ne nous permettent pas en fait. Mais peut-être à long terme, oui, on peut mettre en place un système de RSE pour pouvoir donc quand même aider ces plus jeunes-là vers une formation environnementale, mais aussi vers la sensibilisation. Si je peux prendre l'exemple de Orange aujourd'hui, qui a mis en place par leur RSE un Orange Digital Center, qui forme donc tout simplement des développeurs full stack, des IoT et tout ça. Certes, il le fait gratuitement, mais aussi il y a une opportunité derrière que Orange peut tirer. S'il a des profils aujourd'hui qu'il cherche, il peut en tirer sur ces jeunes-là que lui-même a formés gratuitement. Moi qui vous parle, je suis accompagné par Orange, par un programme qui s'appelle Orange Startup Studio. Et voilà quoi, donc il met à notre disposition beaucoup d'outils qui nous permettent quand même de développer notre solution d'idéation, de prototypage jusqu'à la maturation. D'une part, c'est gratuit, oui, mais d'autre part aussi, ils cherchent quand même à prendre part dans le capital si le projet a un fort potentiel. Donc, tout ceci, juste pour vous dire que l'entreprise, même s'il met en place un système de sensibilisation et tout ça, il cherche toujours aussi à en tirer d'opportunités, à en saisir d'opportunités. Mais quand même, l'éducation, c'est plus chargé donc à l'État. Je pense que peut-être même quand on parle de RSE, c'est l'État. Donc c'est à eux que vous devez quand même poser ces questions-là, à mieux éduquer quand même les plus jeunes. Mais peut-être une fois qu'on a ce plan de RSE, oui. Et aussi, j'aimerais aussi un peu terminer en fait, juste pour dire que côté formation, je suis d'accord avec Ousseynou en fait, la formation est primordiale. Moi qui vous parle, j'aime me former en fait, et je me forme toujours, qu'il soit dans des séminaires, dans des méthodes, même dans des formations en ligne, je suis toujours là en fait. Des fois, il y a même des entrepreneurs qui me disent, mais toi là, tu es maintenant dans un tel niveau. Pourquoi tu veux toujours revenir pour ça? Parce que j'aime me former en fait. Parce que je me dis, dans une formation, même si j'ai dépassé cette étape-là, je peux toujours apprendre de nouvelles choses. Mais j'apprends aussi pour développer quelque chose. J'apprends pas pour apprendre. J'apprends pour développer ma start-up. J'apprends pour devenir une grande entreprise. J'apprends, comme l'a si bien dit, pas pour continuer à inspirer. Parce que je sais que pour certains jeunes, je les inspire. J'apprends à pouvoir donc mieux continuer les inspirer. Mais ce que je parlais tantôt, ne pensez pas que ce n'est pas la formation tout simplement qui va pousser les jeunes à s'impliquer sur le développement durable en fait. Ce n'est pas seulement une formation, mais tantôt tu as dit une chose très importante, une formation pratique. Oui, cette formation pratique-là peut inspirer les jeunes en disant que oui, d'accord. Donc, une fois que je quitte cette formation-là, je peux saisir cette opportunité-là en créant une activité de génératrice de revenus. Moi, en tout cas, je ne peux pas comprendre un étudiant en Master 2 qui a fait environnement et gestion des déchets qui cherche d'emploi. Pour moi, en fait, je ne peux pas comprendre. Parce que pour moi, il y a tout, c'est-à-dire il y a une immense opportunité dans la gestion des déchets. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Nous, on valorise les déchets organiques en biochar. On utilise ce biochar-là dans le traitement des eaux usées. On utilise ce biochar-là dans l'énergie domestique renouvelable. Certes, on utilise encore ce biochar-là dans d'autres secteurs. Mais on valide les déchets organiques. Mais il existe encore d'autres types de déchets. Les déchets plastiques sont là, les déchets en verre sont là, etc., etc. Donc, juste pour dire que l'opportunité est là en fait. Donc, si ces jeunes-là avaient reçu une formation pratique, je pense qu'à l'issue de la fin de la formation, en fait, ils pouvaient quand même développer une idée pour en saisir. Et c'est ça qu'il y aurait quand même un grand impact quand même pour contribuer au changement climatique de notre pays, mais aussi à travers l'Afrique. Merci. Très pertinent. Merci pour ces discussions très enrichissantes. Alors, on va laisser à Wally peut-être le mot de la fin, comme on est un peu rattrapé par le temps. Oui, en termes de mot de la fin, je vais surtout juste parler de la rupture qui existe au niveau de l'État. L'État est en train
prise en compte de la jeunesse au Sénégal. En général, les programmes qui étaient faits pour la jeunesse se faisaient entre 4 murs. Aujourd'hui, cette dynamique est rompue. Ce sont les jeunes qui sont invités à la table pour prendre en charge leurs problématiques. Juste pour dire que cette organisation qu'on décrit, qui n'existe pas, existe en fait. Le Conseil national de la jeunesse est présent dans tous les territoires du Sénégal, au niveau régional et au niveau départemental. Et une des réformes qui est visée dans le cadre du PSE Priorité Jeunesse est de faire de cette institution, de ce Conseil national de la jeunesse, une institution du Sénégal. En faire une institution qui puisse être à la table de décision à tout moment. Donc c'était juste pour dire que l'État du Sénégal est aujourd'hui en train de migrer vers l'inclusion forte de cette jeunesse-là. Donc nous sommes conscients que c'est 70%, voire plus de la population, mais aussi que c'est l'avenir du Sénégal. Il faut dès à présent que cette jeunesse-là soit représentée dans les instances de décision, et l'État du Sénégal a bien compris cela et est en train de migrer vers cela. Le second point que je veux faire, c'est par rapport surtout à l'intervention de monsieur. Le problème des changements climatiques est un problème global, il est vrai, mais c'est un problème c'est une responsabilité individuelle et collective. Il faut qu'au niveau individuel, on change les comportements des gens et qu'au niveau collectif, que les États, ce n'est pas juste un problème de l'État du Sénégal, c'est un problème au niveau mondial. Quand des États comme la ville de New York, en quelque sorte, outsourcent leurs déchets plastiques dans des pays comme l'Indonésie, ça règle le problème pour la ville de New York, mais ça ne règle pas le problème au niveau de l'individu. Et on partage la terre ensemble. Donc il faut que des solutions globales puissent être entreprises au niveau international, au niveau national et jusqu'à un niveau individuel. Je pense que c'était là Merci les beaucoup. quelques mots que je voulais dire. Wally, merci beaucoup à Wally, merci à nos chers panélistes, chers Yandé et Ousseynou. Ce fut un grand plaisir d'avoir aidé à faciliter ce panel. Merci aussi à Dan qui nous a beaucoup aidé et merci aux chers collègues aussi. Donc je pense que ceci conclut notre panel. Merci. Merci aux panélistes.